Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. C'est un sujet que vous avez été nombreux à me réclamer et qui a même fait réagir jusqu'au président de l'Ukraine, le président Zelensky. De quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement de la différence de traitement, si l'on peut dire, de la part des Occidentaux entre l'attaque aérienne qui a eu lieu avec des drones, des missiles de croisière, des missiles balistiques iraniens contre l'État d'Israël et ce qui se passe maintenant depuis plus de 2 ans en Ukraine, alors que le président Zelensky a réclamé dès les premières heures l'instauration d'une no-fly zone, d'une zone d'interdiction aérienne en Ukraine qui n'a jamais vu le jour. Il y a eu néanmoins de la livraison de systèmes solaires, il y en a d'ailleurs encore plus de prévus dans les prochaines semaines avec les Allemands qui viennent de recommander des systèmes patriotes très efficaces. Mais ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, ce n'est pas du tout de prendre parti sur est-il possible pour les Occidentaux de défendre l'espace aérien ukrainien ou pas, mais de voir la réalité technique, la différence entre la protection qui a eu lieu ou l'aide à la protection qui a eu lieu dans le cas de l'attaque contre Israël et ce qui pourrait se mettre en place dans le cas de l'Ukraine. Vous allez voir que la géographie, que les règles d'engagement et que le rapport investissement-efficacité militaire ne sont pas aussi évidents qu'on pourrait le croire. Et l'objectif de cette vidéo est de vous armer de connaissances afin que vous puissiez vous forger votre propre opinion si vous le souhaitez. Mais juste avant, eh bien comme vous le savez, la guerre n'est plus cantonnée au Moyen-Orient ou aux frontières de l'Europe. Et alors que la guerre hybride est en train de faire rage, il y a bien plus de Français touchés qu'on ne le croit. C'est notamment vrai sur Internet où un Français sur 2 a été piraté en 2023. Vous avez 35 fois plus de chances d'être victime sur la toile que d'un cambriolage. Mais le danger sur Internet est aussi présent sous la forme de SMS, de fausses cartes vitales ou de colis bloqués à la poste ou par Chronopost. Mais un wingman est disponible pour vous. France Vérif. Leur état final recherché, combattre la cybercriminalité. Comment? En fournissant une surveillance et un blocage de toutes les menaces qui vous guettent. Ainsi, ils vont vous aider à naviguer sur Internet et à préserver vos données bancaires et vos mots de passe. Et le plus gros, avec votre abonnement, vous pouvez également protéger vos proches. Qui n'a jamais eu sa belle-mère qui a cliqué sur un mauvais lien ou s'est fait arnaquer par un SMS? Alors France Vérif vous propose une checklist très simple pour surfer en toute sécurité. En 1, vous les testez et vous pouvez même utiliser notre coupon. En 2, vous activez le bouclier numérique. C'est une sorte d'Iron Dome version tech française. En 3, vous protégez votre vie privée et celle de vos proches. Car pour l'avoir vécu l'année dernière, le dépôt de plainte pour vol sur le net, c'est pas une situation d'avenir. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous en commentaire et surfer tranquillement toute l'année. Jingle. Commençons par un petit peu de géographie. Vous avez effectivement Israël qui se trouve ici, attaqué par l'Iran qui se trouve ici, avec beaucoup de relief, pour envoyer vos missiles balistiques, vos drones de l'Iran vers Israël. Vous devez passer par d'autres nations. C'est très simple, mais il faut le préciser. Vous devez traverser l'Irak, vous devez traverser la Jordanie, ou alors la Syrie, ou l'Arabie Saoudite, sachant que certains des missiles et des drones sont arrivés par la mer Rouge, hop là, en remontant par ici. À partir de là, vous avez une profondeur géographique qui va vous permettre d'avoir, comme on l'a expliqué dans d'autres vidéos, des couches de protection pour intercepter la menace venant de l'Est. Cela va pouvoir être fait dans d'autres nations, autres nations, qui vont chercher à se défendre, car quand vous avez des missiles, quand vous avez des drones qui survolent votre territoire, il est tout à fait normal que vous décidiez de les abattre. Et comme vous le savez, les Américains et les Alliés sont très présents dans ces régions du monde depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Je ne reviendrai pas dessus ni pourquoi, c'est un autre débat. Mais il est alors tout à fait logique que si vous êtes américain et que vous avez des troupes à Erbil, à Bagdad, en Irak, vous utilisiez vos atouts nationaux pour protéger le territoire sur lequel vous êtes stationné afin de limiter les risques pour vos propres hommes. Cela veut donc dire que dans le cas de la protection d'Israël,
du fait de la présence de troupes américaines ici, du fait de la présence de troupes françaises en Jordanie, c'était normal et ça peut être perçu comme de la légitime défense de faire décoller vos atouts et d'intercepter tout ce qui arrive. Il y a purement un intérêt égocentré pour la nation, la protection de ses militaires, de ses ressortissants. Maintenant, comparons à la carte de l'OTAN. Vous voyez que l'OTAN a ses frontières qui sont très visible maintenant et on voit bien le bloc que cela représente avec les frontières de l'OTAN très visibles ici. À partir de là, quand vous avez une frappe qui arrive de Russie qui va vers l'Ukraine, vous n'avez pas du tout la même profondeur, le même recul et surtout, vous n'avez pas survol de territoire de l'OTAN. Imaginez maintenant que par exemple, vous ayez des frappes qui partent d'Irlande pour rejoindre l'Ukraine. Vous avez des drones, des missiles de croisière, on va dire que l'Irlande est devenue russe, et vous avez des envois réguliers. À ce moment-là, il y aurait interception par les Britanniques, par l'OTAN, par tout le monde, différents arrêts, et forcément, l'Ukraine pourrait dire nous sommes protégés par l'OTAN puisqu'ils interceptent les missiles de croisière, les drones avant que ça arrive chez nous. Vous voyez, ça fait exactement comme pour le cas d'Israël. C'est ça la logique. Logique et profondeur géographique qui n'existe pas, on le voit très très bien avec cette carte, qui n'existe pas dans le cas de la Russie qui attaque son voisin, l'Ukraine, et donc vous n'avez pas survol de troupes qui appartiennent à l'Occident. Maintenant, si on regarde un petit peu la présence des bases américaines dans la région du Golfe, comme on l'a dit, vous avez Erbil, vous avez des bases également ici. Non, sur cette carte, vous avez également quelques bases en Syrie. Et vous avez forcément beaucoup de présence dans cette partie-là du monde. En France, nous avons une base H5 dont nous avons parlé sur la chaîne qui se situe là. Et donc, vous comprenez pourquoi il y a eu ces différentes vagues d'interception. Maintenant, pour ce qui est des drones qui sont remontés par ici, il y aurait eu 70 drones interceptés par la Navy américaine ainsi que 3 missiles balistiques du côté de la mer Rouge. Et bien là, c'est parce qu'il y a des opérations en cours pour laisser passer le trafic militaire, enfin le trafic civil international. Et du fait de la présence de nombreux navires américains, ils peuvent également dire on ne laisse pas approcher des drones à côté de nos navires. Donc d'un point de vue du droit international, nous sommes vraiment sur une protection de nos citoyens, de nos concitoyens, de nos forces militaires, de nos intérêts. Et on est donc dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir à cause de ce survol physique de la part des missiles, de la part des drones. Donc la réponse du militaire à la demande du président Zelensky qui est pourquoi est-ce que vous aidez du côté d'Israël, vous n'aidez pas en Ukraine. La réponse niveau capitaine d'aviation, c'est bien tout simplement parce que d'un côté, il y a survol de mes collègues, il y a survol de mes concitoyens. De l'autre côté, il n'y a pas survol, il n'y a pas mise en danger ou risque de danger pour mes concitoyens. Et donc, le concept de légitime défense ne s'applique pas de la même manière. Très bien. Maintenant, on va se focaliser un petit peu sur l'Ukraine. La grande question à l'heure actuelle, c'est si l'on souhaitait aider l'Ukraine, car c'est une demande du président Zelensky, comment pourrait-on s'y prendre? Qu'est-ce qui est techniquement, militairement possible, sans trahir aucun secret, pour protéger l'Ukraine, sachant qu'à l'heure actuelle, d'après le ministère des Armées français, la ligne de front se situe environ ici, et comme on le sait malheureusement, il y a des frappes qui sont possibles n'importe où dans le territoire. Ce que je vous propose, c'est que l'on regarde dans un premier temps justement les différentes trajectoires qu'ont pu suivre les missiles ces derniers mois. Là, par exemple, vous voyez une frappe de 43 missiles tirés depuis des Tu-95, du X-101, X-555, X-55. Ce qui est intéressant, c'est de voir, on voit bien sur cette carte-là qui nous est partagée sur Internet, que les missiles ne font pas une trajectoire rectiligne. Ils vont faire différentes formes, ils vont éviter certaines zones, ils vont faire des feintes, si on peut dire. Ça ressemble un petit peu à des trajectoires de football américain. Si vous aimez bien le football américain, il y a des feintes, il y a en fait des manœuvres qui sont faites pour gêner la défense. Vous voyez que ça rentre initialement, ça va plutôt, on va dire, on pourrait croire que ça part vers le sud. En fait, pas du tout, ça repart vers l'est. Après, ça va un peu vers le nord. L'objectif est de gêner l'interception future. Vous voyez qu'en fait, même si vous détectez que des Tu-95 décollent, même si vous savez que des tirs ont eu lieu, vous allez peut-être vous dire « Ah, il faut envoyer de la chasse par ici pour essayer de protéger cette zone car les missiles y viennent. » Et puis hop, ils changent de trajectoire. Et ce sont quand même des missiles qui vont à Mach 0,7, Mach 0,8, Mach 0,9. Donc il va falloir rapidement pouvoir se replacer, ce qui n'est pas facile.
Si vous vous retrouvez déphasé par rapport à un missile, vous devez prendre à peu près 30 à 40% de vitesse supplémentaire pour essayer de le récupérer. Ça veut donc dire souvent devoir passer supersonique, ce qui veut dire ça vous coûte du pétrole et vous ne pouvez pas avoir trop de bidons sous les ailes. Donc là, le point à retenir, c'est quoi? C'est que les missiles de croisière ou même les drones peuvent faire des feintes en termes de trajectoire, ce qui va gêner la défense et rendre la réaction ou l'interception plus compliquée. Maintenant, un autre point. Là, vous voyez des attaques avec des drones. Les drones ont plutôt tendance, ces derniers temps, on voit arriver du sud. Vous voyez encore une fois différents changements de trajectoire, différentes feintes. Là, vous avez des missiles. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir également ce que affirment les Ukrainiens. Si vous suivez un petit peu, les Ukrainiens affirment souvent abattre plus de 95% des drones. À partir de là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin de leur donner des Rafales, des Mirage 2000, des F-16, des 18 pour s'occuper des drones. Ils y arrivent très bien, ils ont des bons process en place pour abattre les drones, zéro plus-value de ce côté-là. Maintenant, il reste néanmoins les missiles de croisière. Dans ce cas-là, ils annoncent encore avoir abattu tous les missiles de croisière. Donc vous vous dites, quel est l'intérêt de mettre de la combat air patrol, de mettre des avions de chasse en permanence en l'air? Là, sur un cas comme ça, c'est pas vraiment la peine. Donc, ils arrivent à bien se défendre. Sans avion, tant mieux, c'est parfait, tant mieux pour eux. J'insiste néanmoins sur le fait que vous voyez qu'il y a toujours ces trajectoires qui visent à gêner la défense. Maintenant, si on regarde les frappes pour mieux fonctionner, vous avez d'autres types de missiles, missiles balistiques, missiles hypersoniques, et là, ceux-là ont plutôt tendance à passer. Ça tombe mal, c'est pas avec des avions de chasse que vous allez les arrêter. Et ça, c'est un point important. Les drones, vous pouvez les intercepter avec un avion de chasse. Les missiles de croisière, si vous les détectez, ils sont plutôt à basse altitude, vous allez pouvoir les intercepter avec un avion de chasse. Les missiles balistiques, vous n'allez pas les intercepter avec un avion de chasse. Les missiles hypersoniques, vous n'allez pas les intercepter avec un avion de chasse. Donc ça, c'est des points à retenir. Ce n'est pas envoyer des avions de chasse qui vont permettre de tout arrêter. À l'heure actuelle, les hypersoniques ont plutôt tendance à passer. Certains missiles de croisière arrivent à passer, mais on n'est pas sur des pourcentages énormes. On en reparlera à la fin de la vidéo. Investissement versus retour sur investissement en termes de protection. Ça, c'est des points importants. Mais là, ce que je voulais bien vous montrer, c'est ce côté très hétéroclite. Alors oui, ça arrive plutôt par là-bas, mais c'est ces petites feintes et surtout le fait que dans ces cas-là, eh bien, les menaces qui arrivent plutôt du sud ont tendance à être interceptées ou alors vous avez peu de temps de vol. Prenons un peu de recul. Dans l'armée, on réfléchit de manière très simple. Souvent, c'est la règle des 4 T. C'est quoi la task? C'est quoi le target? C'est quoi le threat? C'est quoi la tactics? Alors désolé, c'est en anglais, mais c'est comme ça qu'on réfléchit parce qu'on travaille avec des alliés. La task, c'est quel est l'objectif. La target, c'est quelle est la cible. Les threats, c'est quelles sont les menaces. Et de tout ça, on va déduire des tactiques. On explique tout ça dans Au-delà du cockpit, mon bouquin. Ça, c'est un petit souvenir de vol avec un F-16 qui d'ailleurs devrait pas tarder à arriver en Ukraine, celui-là. Et on était au-dessus de la Normandie, et pour la petite histoire, c'est un officier d'échange canadien qui est à bord. Donc c'est un vol très très sympa. J'ai eu la chance de faire du dogfight contre le F-16. Ça bouge bien le F-16, mais le Rafale c'est quand même mieux, faut pas déconner. Toujours est-il, on revient à la carte des opérations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est si on nous demande de protéger l'espace aérien ukrainien, un pays qui est plus grand que la France, il va falloir faire décoller les avions. Il va falloir essayer de minimiser les temps de vol. Donc vous avez différentes options. À la frontière polonaise, vous avez différents aéroports qui pourraient être utilisés. En Roumanie, vous retrouvez également des aéroports qui pourraient très bien faire le job, où on pourrait installer des avions de chasse sans risque de se faire attaquer par les Russes. Vous êtes du côté de l'OTAN et il n'y a absolument rien d'un point de vue du droit international qui vient vous embêter si vous ne faites que de la protection ou de la défense de civils. De ce côté-là, il ne faut pas être trop inquiet. Donc on va regarder un petit peu les distances par rapport à ces terrains. Donc si vous partez avec un Rafale, le Rafale, vous allez l'équiper avec des missiles RR. Il peut prendre du Météor, peu probable que vous ayez besoin de Météor pour ce type de mission, mais sinon des Mika infrarouge, Mika électromagnétique, du canon, même si probable qu'on ne veuille pas se rapprocher au canon. Vous allez surtout prendre des bidons. Pourquoi? Parce qu'il va falloir pouvoir avoir du pétrole, car il n'y a pas vraiment de station-service partout en Ukraine. Si vous décollez ici, juste à la frontière polonaise, vous pouvez être, avec le temps de décollage sur alerte, en une quinzaine de minutes sur Lviv, à pouvoir engager du drone ou du missile à basse altitude sans aucun souci. Donc ça, c'est un cas possible. Et si, à terme, on se retrouve avec des usines d'armement placées dans l'ouest de l'Ukraine, il faut savoir que, eh bien, on pourrait installer du système solaire ici qui protège, et pourquoi pas avoir du chasseur qui patrouille du côté polonais de la force, côté OTAN, qui saurait engager, voire qui saurait venir engager et ressortir, ça serait même dur à prouver pour les adversaires, et protéger ainsi, faire une sorte de bande de protection
vraiment dans l'ouest de l'Ukraine. Ça, c'est, j'ai envie de vous dire, la chose la plus facile à réaliser. C'est vraiment pas compliqué d'un point de vue technique pour des pilotes de chasse. Ensuite, derrière, si on regarde un peu plus sud, si vous voulez aller sur Kiev, on n'est pas du tout sur la même distance. Hein. On a 160 km là pour aller à Lviv. Si vous voulez commencer à aller à Kiev, on est sur du 600 km. Donc, si vous êtes à Mach 0,85, qui est une bonne vitesse de transit avec un avion de combat, là, avec le décollage sur alerte, la totale, vous ne serez pas opérationnel sur zone avant 45 minutes. Il faut donc un très bon préavis pour que ça serve à quelque chose, ou alors il faut que vos avions soient déjà sur zone, et là, ça a un coût absolument énorme d'un point de vue homme et d'un point de vue matériel. Si on regarde d'autres diagonales, on part par exemple du nord de la Roumanie, on va aller sur Kiev, eh ben c'est quasi iso-distance, hein, pareil, on est sur du 580 km, donc pareil, on est dans les 45 minutes. On ne pourrait pas se rendre là beaucoup plus rapidement. Vous allez me dire, on peut passer le mur du son, oui, mais après, ça coûte beaucoup de pétrole, faut revenir, c'est quand même pas simple. Autre cas, vous vous rappelez la grande base de l'OTAN qui est en train d'être grandie dans le sud de la Roumanie. Si vous voulez aller du côté du sud de l'Ukraine, vers Odessa, tout ça, sur alerte, en 25-35 minutes, vous pouvez partir. Donc si quelque chose est détecté, en espace d'une petite demi-heure, vous pouvez être opérationnel dans le sud de l'Ukraine avec un décollage au sol, hein, donc avec un avion sur alerte. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, rappelez-vous, ça s'est déjà fait en fait, tout ça. Pourquoi ça s'est déjà fait? Les missions Air Shielding, c'était juste après le début de l'invasion, donc en février 2022. Vous avez des avions de l'armée de l'air et de l'espace, et également de la marine, qui se sont retrouvés à protéger, à renforcer le flanc est de l'OTAN. Et vous aviez des avions qui décollaient de Mont-de-Marsan, qui faisaient plusieurs ravitaillements en vol, qui allaient faire des ronds, des caps, hein, des grands ronds, des hippodromes, qui surveillaient les frontières de l'OTAN pour bien montrer aux Russes, eh bien, tu ne passeras pas, hein, version Gandalf le Gris. Et l'aéronaval également a participé avec des décollages et ils allaient tourner et s'assurer que personne ne s'approche de nos frontières. Donc décaler ces tours, si je puis dire, de 50 ou 100 ou 200 km vers l'intérieur des terres ukrainiennes, en soi, techniquement, ça ne pose pas de grands soucis. C'est plus politiquement. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'entendez plus parler de ce type de mission, parce qu'elles ont été arrêtées. Pourquoi elles ont été arrêtées? Parce que quand vous avez un pilote qui décolle de Mont-de-Marsan, qui va tourner pendant plusieurs heures et qui revient et qui fait 6 ou même plutôt 8 heures de vol, eh bien ces 8 heures de vol, il faut bien que quelqu'un les paye et qu'elles soient prises quelque part. Donc une patrouille de 2, ça nous fait 16 heures de rafale à, au dernier chiffre, 20 000 € l'heure de rafale. Hein. Ensuite derrière, ça nous fait les ravitaux, donc on a les A330 MRTT, les fameux Phoenix. Et donc pour aller tourner, pour rien, hein, pendant des heures, vous vous retrouvez avec une facture assez salée. La problématique, c'est quoi? Votre pilote de chasse, d'après les dires du chef d'état-major de l'armée de l'air en octobre dernier, il va pouvoir faire cette année environ 165 heures de vol. À votre avis, les 8 heures de rond qu'il va faire, ils sont prélevés de ces heures classiques d'entraînement ou ils sont prélevés sur un budget spécial? Vous l'aurez compris, ça va là. Donc si vous avez vos équipages qui passent leur vie à faire ce type de rond, on va dire, allez, ils font 10 missions comme ça dans l'année, 10 fois 8, ça fait un paquet d'heures, hein, ça fait déjà la moitié de leurs heures de vol. Est-ce qu'ils sont entraînés, est-ce qu'ils ont développé leur capacité de chasseur omni-rôle toute mission? Pas du tout. Donc vous vous retrouvez à niveler par le bas votre capacité de défense, parce qu'en fait, vos gars, ils passent leur vie à faire, si vous voulez, du vigie-pirate, mais ils n'ont pas le temps de s'entraîner, ils n'ont pas le budget pour s'entraîner, ils n'ont pas la disponibilité des avions pour s'entraîner. Donc en fait, ce que vous faites, c'est vous, petit à petit, creuser votre niveau de compétence. Vous finissez moins bon à la fin de l'année d'un point de vue tactique que vous ne l'avez commencé, ce qui n'est absolument pas une situation d'avenir, encore moins par les temps qui courent. Donc ça, ce sont des choses à prendre en compte. C'est l'indisponibilité du matériel à cause de ce genre de mission, c'est l'indisponibilité du personnel et c'est est-ce que ce sont des heures de vol rentables d'un point de vue professionnel? Est-ce que mon équipage, est-ce qu'ils vont être meilleurs professionnels ou est-ce qu'ils vont être moins bons? Ils seront bons en ravito et en virage, mais s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Et donc du coup, ils vont perdre des compétences sur un avion extrêmement complexe comme le Rafale. Vous devez maîtriser tout un panel de missions, c'est pas terrible en fait. Et maintenant, rentrons un petit peu dans le dur de la mission justement. Notre Rafale part en vol et il doit intercepter, on l'envoie pour intercepter. Ce coup-ci, on fait la version, on va dire, économe, il décolle que sur alerte. Il y a un raid avec des caches, on arrive à aller les chercher en temps et en heure. Il l'engage avec des Mika-EM, il l'engage avec des Mika-IR. Rapidement, il va falloir recommander des missiles. Et petit aparté, on a vu que le ministère des Armées a recommandé des Aster 30
très fiers. D'ailleurs, ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps, en janvier 2023. Je vous rappelle juste que l'invasion, c'était février 2022. Donc s'il y a un délai de l'ordre de 11 mois à chaque fois entre un événement géopolitique majeur et une commande, bon, on va vite se retrouver à court de munitions. Mais ça, c'est un autre problème, c'est pas le fond de la vidéo. Toujours est-il, pour aller sur zone, il va falloir du pétrole. Soit vous faites l'aller-retour rapide avec des bidons, soit différentes possibilités. En France, on a de la 400M, on peut avoir de la 330 MRTT, qui est généralement ce qui est utilisé, ou la version marine, qui gagnerait à être utilisé par l'armée de l'air, si vous voulez mon avis pour ce type de mission, c'est les avions ravitailleurs en nounou. C'est-à-dire que vous avez un Rafale, lui-même avec des capacités de défense aérienne, lui-même avec un Rafale, avec un radar qui peut être un radar actif, qui peut donc vous donner la picture, qui peut participer à la chasse aux drones, à la chasse aux missiles, mais en même temps il a plus de pétrole. Et par exemple, vous pouvez avoir un avion avec plein de bidons qui donne du pétrole, mais qui peut quand même tirer des missiles, et un autre qui lui est rapide, léger, avec une version plus supersonique, et comme ça à deux, vous en avez un en gros qui fait station-service et si besoin qui rattrape un missile qui passe, et l'autre qui peut accélérer, aller faire des interceptions supersoniques, revenir refaire le plein. Vous avez beaucoup plus de latitude tactique quand vous avez des différents Rafales comme ça en buddy-buddy que quand vous avez toute la chaîne logistique avec un A330 MRTT. Maintenant, si vous avez les moyens d'avoir du 330, hein, c'est très bien. Mais dans la marine, on a souvent à faire de manière autonome, et en fait, j'ai toujours trouvé dommage que l'armée de l'air n'ait pas cette capacité-là. Bon, c'était en aparté. Allez, s'il n'y a qu'une chose à voir, c'est ça. On résume un petit peu. Donc, si on devait défendre l'Ukraine, la grande question, c'est est-ce qu'on garde nos avions au sol sur ces bases à quelques centaines de kilomètres de la zone vraiment d'intérêt, ou est-ce qu'on les met en l'air? On a vu que les garder en alerte, c'était quelque chose de viable, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il va falloir avoir la détection avancée pour pouvoir les envoyer au bon moment, et que vu que l'adversaire fait des feintes, ça va être un peu compliqué, donc ça serait une bonne chose d'envoyer beaucoup de patrouilles d'un coup pour s'assurer de pouvoir intercepter les missiles. La version aérienne, on l'a vu, va être extrêmement dispendieuse, donc ça va nous coûter beaucoup trop de ressources, c'est très peu probable qu'on le fasse. Ça a été fait dans le cas d'Israël parce que les renseignements savaient exactement quand la frappe serait faite. Si vous savez exactement qu'une frappe arrive, vous pouvez mettre des patrouilles en l'air, sinon il vaut mieux les mettre en alerte. Les règles d'engagement, ça va être le nerf de la guerre. Qui a l'autorité pour engager le feu? Est-ce qu'on peut tirer, pas tirer? Ça, c'est les grands classiques dont on a déjà parlé sur la chaîne. Est-ce qu'on peut passer en territoire ukrainien? Ça a plus de soucis qu'on pourrait croire, parce que après, si vous ouvrez le feu et que quelque chose s'écrase et tue des civils ukrainiens, il faut quand même qu'on soit d'accord entre nations. Et ensuite, derrière le BSA, Border Shot Authority, est-ce que dans certains cas, on ne peut pas rester de notre côté de la frontière et ouvrir le feu? Oui, mais on en arrive encore au problème de ce qui tombe, ça fait des dégâts, qui est responsable? La grande question, c'est quand même celle des jets russes. Tout ça, c'est bien beau, ça marche bien pour intercepter des drones, ça marche bien pour intercepter des missiles. Qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, on va intercepter en mer Noire et vous avez des jets russes qui arrivent? Là, il y a de grandes chances que les consignes, ça soit on fait demi-tour, on n'insiste pas, sinon c'est l'escalade quasi assurée. Donc après, derrière, est-ce que les Russes vont essayer d'accompagner leurs missiles, par exemple? Ça va forcément amener d'autres problématiques. Les gros points d'attention que les équipages seraient amenés à intellectualiser, c'est coordination avec les SAM. Alors les SAM, c'est quoi? C'est pas les potes de Frodo. Les SAM, c'est les systèmes solaires. La coordination avec les SAM, c'est ce qui a le plus de chances de vous tuer si vous faites ce genre de mission. On l'a vu au début du conflit, on le voit encore même régulièrement en Russie, et ça arrive également en Ukraine. Ce sont des tirs blue on blue, ou red on red, si vous voulez, entre Russes, où des personnes de votre camp vous abattent avec du système solaire. Si on intervient avec des avions de chasse en Ukraine, il y a très peu de chances, je dis bien très peu de chances, que l'on ne perde pas, double négation, hein, c'est dur à suivre, que l'on ne perde pas d'avion. Je reformule différemment, il y a de grandes chances qu'on se fasse abattre des avions par des opérateurs ukrainiens. Et je ne dis pas ça méchamment, je vous renvoie vers l'histoire avec un grand H. Première guerre du Golfe, il y a eu des équipages anglais, il y a eu des équipages américains qui se sont fait abattre par des collègues à eux, avec du système Patriot. Il y a eu du blue on blue, tout comme il y a eu des hélicoptères américains abattus en Irak par des pilotes de chasse américains, ou des Canadiens au sol tués par des équipages américains. Le blue on blue arrive, et vous devez l'éviter grâce à une extraordinaire coordination. Cette extraordinaire coordination demande beaucoup d'entraînement, c'est ce qu'on fait quand on fait par exemple du joint fire au sein de l'OTAN. C'est pour ça qu'on s'entraîne, qu'on parle anglais, c'est pour éviter de se faire tuer par les collègues. Et dans le cas de l'Ukraine, ce qui me ferait le plus peur si j'étais pilote de chasse envoyé là-bas, c'est de me faire abattre par des gens de mon camp, ou des gens que j'essaye de défendre.
Donc ça, il y a un gros travail là-dessus, surtout qu'au niveau de la guerre électronique, on en parlait dans la dernière vidéo, vous avez S300, S300, est-ce que c'est un russe, est-ce que c'est un ukrainien, je sais pas, donc ça va être très compliqué à gérer. Sur le papier, ça paraît pas grand-chose, mais aller au-dessus du territoire ukrainien avec des systèmes solaires de partout qui appartiennent aux deux camps, gros challenge pour la guerre électronique et pour la compréhension du pilote de savoir ce qui se passe. Donc il y a des risques, clairement. Il faut savoir après si on accepte ces risques ou pas et de dire on s'est fait abattre 2 rafales cette nuit par des S300 de notre camp. Voilà, faut le dire, hein, c'est un vrai problème. Ensuite, derrière, on en a parlé, missiles balistiques, missiles hypersoniques, en tant que pilote de chasse, on ne pourrait pas aider. Les drones, oui, mais à l'heure actuelle, on a vu qu'il y a quasi, je veux dire, supérieur à 90% d'interception, donc quel intérêt. Et après, missiles de croisière, on voit régulièrement qu'il y a, pareil, ils annoncent plus de 80% d'interception, donc on se retrouve encore à se poser la question, mais quel intérêt dans ce cas-là de prendre des risques de se faire abattre par des systèmes solaires. Et c'est exactement là qu'on en arrive à la fameuse balance. Il faut décider. Il y a des plus, il y a des moins, et ce n'est pas aux militaires de décider. Le militaire propose, d'un point de vue technique, à son décideur politique qui a été élu par le peuple, et c'est le décideur politique qui décide. Donc là, l'objectif, c'était de vous montrer ce qu'on peut mettre de chaque côté de la balance. Après, bien malin celui qui sait ce qui sera décidé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais je pense que pour terminer cette vidéo, il n'y aurait rien de mieux qu'une petite citation de Kant. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Je vous dis à très bientôt en formation dans votre entreprise, peut-être une journée pratique de fiabilisation des interventions ou une journée un peu prise de recul ou team building. On fait également des team building sur plusieurs jours, c'est très sympa. Celui de Fuerte est plein, mais on va bientôt ouvrir celui de mai 2025 qui sera à Osgore. Dans tous les cas, vous avez tout sur notre site web debrief.org. Merci pour votre soutien et n'oubliez pas, vous avez le lien France Vérif juste en dessous, c'est pour votre bien. Allez, fly safe.